Et on est parti. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente, je suis Gwenaëlle Traube et je travaille donc pour le réseau des parcs naturels régionaux de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour ce troisième webinaire, donc troisième date de webinaire sur le thème des économies d'eau. Chaque goutte compte. Donc, on est ensemble de 13 heures à 14 heures, donc pendant une heure. Alors, quelques petites règles du jeu pour ce webinaire. On vous remercie de garder la caméra allumée tant que possible pour plus de convivialité. On vous remercie également de couper votre micro pour éviter les nuisances sonores. Vous pouvez poser vos questions via le chat. Il y aura des sessions de questions-réponses donc, à la fin de ce webinaire. Il y aura également des animations interactives tout au long de la séance et le webinaire donc, est enregistré. Donc, si vous ne souhaitez pas apparaître dans le replay, vous pouvez dans ce cas-là éteindre votre caméra. Voilà, merci beaucoup. Je vous souhaite un bon webinaire et je passe la parole à ma collègue Laure. Alors, bonjour à toutes et tous. Je travaille également pour le réseau des 9 parcs naturels régionaux de France, Alpes-Côte d'Azur. Donc, l'action de webinaire que nous proposons aujourd'hui, elle fait partie de notre feuille de route annuelle. C'est une feuille de route qui est financée par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Nous, on est un réseau de 9 parcs et on qualifie l'offre durable des parcs avec la marque Valeur Parc Naturel Régional. Donc, il y a pas mal de présents aujourd'hui qui font partie de ce réseau et on a pour mission aussi d'accompagner les entreprises dans leur montée en compétences pour que leurs offres deviennent au fil des jours, des années de plus en plus durables. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on a lancé en 2023, fin 2023, le parcours Éco-Solutions. Stéphane va vous le faire découvrir plus en détail tout à l'heure, mais l'idée, c'est de pouvoir partager les bonnes pratiques et les bons élèves et les héros, les super-héros de l'écotourisme en région pour que les autres professionnels du tourisme soient inspirés et puissent à leur tour passer à l'action. Ce webinaire, il s'inscrit dans une série de 4 thématiques. Il y en a 2 qui sont passées déjà. On est au troisième et le prochain, jeudi prochain, sera sur la thématique du zéro déchet. Voilà, je laisse la parole à Stéphane qui va animer ce webinaire et à nos 2 super-héros et héroïnes invités aujourd'hui. Voilà, bon webinaire à tous. Bonjour à toutes et à tous. Ben, oui, je suis très très heureux de vous présenter ce parcours et d'accompagner nos 2 super-héros. Alors, première chose, je vous y emmène, je vous prends par la main pour vous y emmener avec cette URL que vous voyez en bas à droite qui vous permet d'y accéder directement. Donc, écosolutions au pluriel, -pnrsud.fr. Et quand vous cliquez sur cette URL, vous arrivez sur ce qu'on a voulu être comme une expérience immersive où vous avez des sources d'inspiration pour accélérer votre transition vers un tourisme qu'on pourrait dire à impact positif. Ça marche depuis votre téléphone, depuis votre ordinateur, et c'est une balade en ligne avec plusieurs univers. Alors vous voyez, on peut se balader de l'accueil, passer au parking. On va parler avec l'une de nos invitées tout à l'heure de phytoépuration. Donc vous le voyez, c'est ici où on pourra retrouver les bonnes pratiques de Christine. Mais je vous montre un petit peu comment ça fonctionne. Derrière chaque pastille rouge, on va cliquer sur celle-ci par exemple. Vous avez derrière chaque pastille rouge, une infobulle qui vous présente des contenus. Donc là, on le voit, il y a principalement des, euh, des vidéos. Des vidéos qui, en 3 minutes, permettent à des pionniers d'écotourisme de témoigner d'une de leurs bonnes pratiques et de leur passage à l'action réussie. Donc là, vous avez par exemple la vidéo de Cédric que je ne vais pas vous lancer et vous montrer. J'espère vous donner envie d'aller cliquer et que vous auriez la curiosité d'aller découvrir son témoignage. Et pour revenir voilà, à chaque fois au parcours, vous avez un bouton retour qui vous permet voilà, de vous balader un petit peu. Où est Christine? Elle est ici. Et j'en profite pour vous dire qu'il n'y a pas que des vidéos, il y a aussi des fiches. Des fiches, il y en a une vingtaine. C'est un recto verso
pour tout savoir sur la thématique traitée, pour passer à l'action avec des trucs et astuces, des petits conseils et des liens qui vous renvoient vers des contenus supplémentaires. Mais ça, c'est une autre histoire. J'espère que vous aurez la curiosité d'aller le voir sans nous et que vous y allez. Les voici. Et en attendant, pour parler, alors je sors de ce parcours que vous irez voir sans nous. Et je vais vous présenter maintenant nos invités. En attendant, pour parler d'économie d'eau aujourd'hui, deux super-héros de l'écotourisme. Donc Cédric Vagneux-Venuis, gérant du gîte éco-engagé Panorama des Alpilles. C'est à Oreille, au cœur du parc naturel régional des Alpilles. Et Christine Dubert, pour les chambres d'eau de Pacalola, dans le parc naturel régional du Luberon, sous le ciel étoilé de Saint-Michel, l'Observatoire. Alors, tous les deux, bonjour Christine, bonjour Cédric, comment allez-vous? Bonjour Stéphane. Bonjour à tous et à toutes et à tous. Ouais, Merci pour alors, cette invitation et merci aussi pour l'appellation de super-héros. C'est mais très aimable et très élogieux. Et bonjour et ravi de participer à ce webinaire. Alors, on va commencer tout doucement avant de parler technique ou chiffres. J'aimerais juste savoir, Christine, si je vous demandais si une espèce animale ou végétale chez vous, grâce à tout ce que vous faites pour les économies d'eau, pouvez vous dire merci, ce serait laquelle? Alors, il y aurait bien entendu deux animaux privilégiés qui seraient le renard et le blaireau, qui se régalent de nos cerises, nos prunes, etc., dans le verger qui est très bien rentable maintenant. Et puis surtout les oiseaux, grâce à l'eau qui est présente partout dans le verger, sur le terrain, en jardin, et les graines qui sont à profusion tout le temps, puisqu'on pratique la permaculture. Ok, super, merci Christine. Et vous, Cédric, ce serait qui, ce serait quoi? Alors ce serait aussi des oiseaux parce que de par la modification du jardin, on voit plus de population d'oiseaux et aussi je triche un peu parce qu'on a un petit poulailler sur place et les oiseaux, ils aiment bien aussi aller taper dans les graines. Donc on a beaucoup de passages. Ok, super. Merci à tous les deux. Alors, j'ai demandé à nos invités comment ils sont devenus ces super-héros dans l'art d'économiser l'eau, mais avant, je voulais me tourner vers les participants, leur souhaiter la bienvenue et à eux aussi leur poser la question, parce que j'en suis certain, ils ne nous ont pas attendus pour passer à l'action. Et je vous propose en fait d'utiliser le fil de discussion pour nous dire, pour nous partager ce que vous faites déjà pour réduire vos consommations d'eau. Et ça nous permettra peut-être, à l'issue du témoignage de Cédric, avec qui on va commencer, de peut-être réagir vis-à-vis de certaines de vos bonnes pratiques et peut-être des questions que cela pose. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de tout ça? Pourquoi j'ai posé cette question? Bah parce que vous ne l'ignorez pas, un touriste chez vous ou en vacances consomme beaucoup plus d'eau que chez lui. On sait que c'est un facteur 1,5 et que cette eau qui est consommée, eh bien, c'est beaucoup de l'eau potable et que seulement 1% de cette eau potable est bue. Le reste sert pour nos usages quotidiens, quand c'est pas pour laver nos voitures. Alors là, je vous ai remis quelques chiffres que vous pourrez regarder tranquillement. Mais Cédric, c'est de ça dont on va pouvoir parler ensemble. Tu es marque Valeur Parc, tu es Accueil Vélo, membre du 1% pour la planète. Et moi aussi, j'ai cherché à trouver un nom pour ce super pouvoir en préparant ce webinaire. J'ai réfléchi à tout le chemin parcouru depuis l'ouverture du gîte. Depuis ce jour où vous avez découvert que l'eau n'est pas seulement une ressource, mais une histoire de circulation. C'est un petit peu comme ça que j'ai retenu votre démarche, que vous optimisez le trajet de chaque goutte d'eau. Et votre super pouvoir, c'est pas de garder l'eau, mais c'est de la faire vivre plus longtemps. Et c'est là que j'ai pensé à un truc qui pourrait être connecteur de flux, mais ça faisait trop ingé. Alors j'ai pensé à mettre des circuits, ça faisait trop Marvel. Et je me suis dit que ce qui pourrait être pas mal, c'est un truc du genre la boucle parfaite de l'eau. Alors qu'en pensez-vous et est-ce que vous prenez déjà et vous, comment vous le décririez, votre super pouvoir? Alors le pouvoir, c'est de réussir à infiltrer quasiment toute l'eau qui tombe sur une parcelle, sur la parcelle elle-même, et d'éviter tout ce qui est ruissellement, toute l'eau qui va partir dans des canaux qui, eux, partent à la rivière et partent à la mer. Parce qu'en fait, une grosse partie, le cycle de l'eau, on a beaucoup appris à l'école que c'était l'évaporation de la mer et des rivières. Donc ça, c'est l'eau bleue, mais ensuite, il y a le cycle de l'eau verte
qui elle est l'évaporation des sols et l'évapotranspiration des végétaux. Et en fait, elle contribue plus que la première, donc c'est-à-dire 70% aujourd'hui de l'eau qui tombe, c'est de l'eau qui a été évapotranspirée, qui arrive plutôt des sols et des végétaux que de la mer. Donc l'idée, c'est de garder l'eau qui pleut sur nos territoires et d'éviter de la renvoyer à la mer. Ok. Donc la démarche, elle part de ce constat-là. Ok, Enfin, mais alors finalement, vous avez expérimenté plein de manières justement de récupérer au maximum cette eau et finalement, vous avez imaginé que votre hébergement était une sorte de laboratoire. Alors oui, nous on a démarré en 2019 et au fil de nos apprentissages, on a fait évoluer nos pratiques et dès le départ, alors moi je viens du monde de l'aéronautique où j'étais dans les essais en vol avant, 18 ans, et du coup tester des choses, ça me plaisait. Et mon épouse, elle était enseignante jusqu'à peu, et du coup on s'est lancé dans un hébergement qui est plutôt traditionnel de conception, mais dans lequel on va tester différentes choses pour aller cibler la consommation d'eau, la consommation d'énergie, la gestion des déchets, etc. Donc on a une démarche qui est transversale sur ces différents thèmes et on va aller chercher soit des solutions en essayant maintenant de s'orienter plutôt vers du low-tech, vers des choses simples et pas complexes et qui demandent énormément de ressources, des solutions ou de remettre en place des choses dans le jardin comme ça se faisait peut-être avant et qu'on a un petit peu oublié. Alors ces expérimentations et ces tests, vous les partagez en fait avec tous ceux que ça peut intéresser, pas seulement vos clients. Sur votre site, en fait, on trouve ce genre de tests partagés là. Oui, donc en effet, on a fait des fiches tests où on essaie d'expliquer ce qu'on fait. On veut, dans le futur, enfin très rapidement, on va intégrer nos clients pour avoir leur retour sur les différentes solutions, leur avis. Et ensuite, après quelques semaines ou quelques années d'utilisation, on dit si le test est validé ou si pour nous, c'est pas encore abouti. Des fois, il y a des biais, on veut faire bien et puis en fait, en voulant en faire bien, on rajoute de la consommation de plastique, on rajoute des choses comme ça et on peut juger que c'est pas positif à la fin. Et donc, on dit test validé ou pas et on explique en détail ce qu'on fait et on est en train de travailler, là, vous voyez à droite, par exemple, on a modifié l'aménagement du jardin, on va en parler juste après. Ouais, On ouais. agit forcément sur l'eau, on agit énormément sur la biodiversité, les sols, ça améliore aussi en termes de pollution. Et la pédagogie, c'est plutôt l'impact qu'on a dans les... Il y a des choses que les gens voient et des choses qu'ils ne voient pas. Le jardin, là, c'est directement, c'est sous leurs yeux. Donc, ça a un fort impact sur les gens qui viennent. Voilà. Et on Oui, fait ça sur plein de sujets. Et par exemple, actuellement, on est en train de tester un four solaire pour la ok. petite Oui, pour mais les ménages. j'ai été me balader un petit peu. Il y a des tas de tests, y compris des choses qui relèvent du bon sens, qui sont pas forcément techno, mais qui sont. C'est ça qui est exceptionnel, c'est que il y a une interaction avec les clients et donc en les impliquant, vous partagez en fait ces retours avec eux. Et alors, il y en a un qui n'a pas été facile. Je crois que ça a été, comment dire, assez courageux de votre part. C'est d'essayer de créer cet effet waouh là dont vous allez nous parler. Alors, c'était pas l'effet waouh que j'avais avant, parce que moi, dans mon ancien monde, l'effet waouh, il est en bas à gauche. Donc, ça va être une pelouse bien arrosée copieusement, avec pas de, entre guillemets, mauvaises herbes, des asperceurs. Donc, dans ce cas-là, il faut un réseau d'asperceurs tout autour, au milieu, pour oublier aucune zone. Et on fait une tonte très régulière et très courte. Voilà. Donc, ça, c'est le modèle que je connaissais moi, que j'avais appris, et donc que j'ai reproduit au départ quand je me suis installé, quand on a commencé ces lieux. Et ensuite, on a appris, on a compris des choses, et puis on a bougé sur le modèle qu'il y a en haut à droite, où on s'est fait aider d'une paysagiste, Nathalie Fage, qui travaille sur les jardins biodiversité et plutôt jardin méditerranéen. Donc, on a mis des espèces qui sont adaptées au climat et qu'on trouve presque de l'autre côté du mur dans les Alpilles pour une grosse partie. Donc, on va dire il y a des pistachiers, des lavandes, du thym, du romarin, du glu-pierre, hélicryse, coronille. On a mis de l'amandier, de la myrte. Donc voilà, ça s'est développé assez rapidement. Donc, on a fait cette implantation-là. Et pour moi, c'est quelque chose déjà qui va consommer beaucoup moins d'eau et qui en plus va être bénéfique pour les sols, parce que du coup, on réactive vraiment la vie du sol.
Et j'ai eu un développement qui a été très, très rapide. Là, on le voit sur la photo, c'est c'est la 2e année sur la photo. Et là, maintenant, c'est encore un stade au-dessus, c'est encore beaucoup plus gros que ça. Et pour moi, il y a un enjeu qui est énorme derrière tout ça, parce que le modèle qui est en bas à gauche, j'ai plusieurs activités. Je fais aussi de la location de vélo, donc je me retrouve à me déplacer dans certaines propriétés du massif des Alpilles. Et le modèle dominant aujourd'hui, c'est celui qui est en bas à gauche, et sur des fois des très, très grosses surfaces. Et il y a une énorme consommation d'eau qui est associée. Et en plus, c'est pas bénéfique du tout pour l'environnement. Une pelouse, ça favorise pas du tout la biodiversité. C'est un peu la mort, on va dire. Alors que quand on a des jardins plus diversifiés, on a beaucoup plus d'espèces. On pratique aussi la tonte différenciée sur une partie du jardin. Donc, on laisse pousser l'herbe et on laisse pousser ce qui pousse. Donc, ça interpelle les gens. Il y a des gens, je sais que mon papa, quand il vient, il arrive encore à dire que cette zone-là, elle est sale parce qu'il n'a pas changé de logiciel, et je comprends. Hein, et donc, ça, on ne change pas en fait en une semaine. Hein, c'est ça qui est complexe. Et c'est pour ça qu'il faut marteler, il faut diffuser des images, changer les imaginaires, changer le regard en fait. C'est ça qui est complexe. Faire preuve de pédagogie. Alors, vous avez souligné l'importance du choix du pépiniériste, vous l'avez même nommé, hein, Nathalie Fage. Moi, il y avait un truc qui m'avait intéressé aussi dans notre échange, c'était que vous avez opté pour un jardin méditerranéen et vous n'avez pas choisi de cactés ou de plantes grasses, des crassulacées. Alors non, parce qu'en fait, si on met des plantes qui sont adaptées à la sécheresse d'un climat beaucoup plus aride, en fait, on va faire venir l'aridité. Donc, il faut continuer à avoir des végétaux qui transpirent et pas se retrouver à mettre que des végétaux qui ont plus du tout ce pouvoir-là. Donc, il faut stimuler, en fait. Il faut stimuler la pluie, et pour ça, il faut mettre des végétaux et pas mettre que des graviers et 3 cactus au milieu, quoi. C'est un peu le réflexe qu'on peut avoir au début si on veut faire un jardin en se disant je veux pas consommer d'eau. On va faire des surfaces en gravier et puis mettre des cactus. Mais ce modèle-là, par contre, il amène l'aridité. Donc, Et il y a alors, un ouvrage très intéressant d'un monsieur qui s'appelle Samuel Bonvoisin, qui s'appelle Cultiver l'eau douce, qui est un hydrologue qui pratique l'hydrologie régénératrice. Donc, il y a plein de choses dans son livre pour expliquer tout ça. ok. Et alors, je pense qu'on va en parler un petit peu plus tard là, sur le devenir de l'eau que vous stockez par ailleurs, mais il y a cette histoire de qualité des sols là, qui a été soutenue, qui était très intéressant, parce que là, de ce qu'on voit au jardin, il n'y a rien qui est paillé, on est d'accord, c'est au potager plutôt que vous allez faire du paillage. Alors, en fait, ce qu'on voit plus, c'est que les plants, au début, quand je les ai plantés, ils étaient tout petits. Et il n'y avait aucune zone de terre nue, il n'y avait que du paillage autour. Donc maintenant, ils ont tellement pris de place que j'ai même plus à désherber au pied des massifs, dans les massifs. Donc l'entretien, en fait, il est assez réduit parce que c'est la première année ou les 2 premières années qu'on va désherber un petit peu à la main autour des massifs qui sont en train de prendre. Mais si, on pratique le paillage et on le pratique partout où on le peut. Dès qu'on a on laisse jamais de la terre nue en fait. Et ensuite, forcément, dans le potager, on met beaucoup de paillage. Donc ça veut dire que vous avez un broyeur de végétaux. On a un broyeur de végétaux, oui, que je m'étais fait financer par le Fonds de tourisme durable il y a quelques années. Et d'ailleurs, c'est fabuleux. Et j'en fais même du partage dans le village, parce que j'estime qu'il y en a une partie qui est à la société. Donc, j'ai maintenant des amis dans le village qui viennent récupérer le broyeur pour broyer chez eux, alors qu'avant, ils jetaient ça, ou il y en a même qui brûlaient, je pense. Ah ouais, super, vous mutualisez votre broyeur, bravo, c'est super. Bon, alors ça c'était en termes de super pouvoir, le premier levier. Le second, c'est que vous avez quand même besoin d'eau et vous récupérez l'eau de pluie. Alors, comment ça s'est organisé chez vous? Alors, avant, j'avais organisé mon réseau d'asperceurs sur l'eau de la ville, hein, parce que moi, j'ai pas de forage. Mais bon, il faut dire que le forage ou l'eau de la ville, c'est la même chose. Hein. Les litres d'eau, ils viennent du même endroit, du sous-sol. Et tout doucement, on s'est intéressé justement à comment stocker cette eau, et on a mis en place une cuve souple de 10 mètres cubes sous la maison. Donc ça, c'est pas ma maison sur la gauche, mais c'est ce modèle-là de cuve, les cuves qu'on peut voir sur les bords de route, là, qui sont souples en plastique, là. Donc moi, elle est dans mon vide sanitaire, donc ça rentre facilement dans l'espace d'un vide sanitaire quand elle est pas remplie.
Et aujourd'hui, j'ai 100% des gouttières de la maison qui sont connectées dessus. Donc ça fait beaucoup. En 10 mètres cubes, en fait, il faut, comme il pleut quand même rarement, il va pleuvoir de plus en plus rarement, mais peut-être de plus en plus violemment ou avec des grosses quantités. L'idée, c'est de pouvoir en récupérer le maximum quand il pleut. Quand il y a des orages, 10 mètres cubes, ça peut être très rapide à remplir, Ouais, en fait. ça peut aller très très vite. Mais alors, et vous en faites quoi de cette eau récupérée? Quels sont Et ses donc, usages principaux? cette eau de pluie, mon premier usage, ça va être le jardin, parce que c'est Mmh. toujours mieux d'arroser son jardin avec une eau de pluie qui, elle, n'a pas de produits chimiques, qui est faite pour ça. Le jardin, le potager. Donc, je vous montrerai après, il y a un surpresseur qui permet de. J'ai vraiment des robinets à l'extérieur où j'ai marqué eau non potable. Là, le robinet, on le voit au-dessus des 2 arrosoirs. J'ai un petit panneau dessus, eau non potable. Je me connecte dessus, je suis sous pression et je peux aller faire mon arrosage du jardin. En bas à gauche, on voit la pompe en fait. Donc la cuve, elle est dans le fond, dans le vide sanitaire. J'arrive sur cette pompe et sur cette pompe, ensuite, j'envoie à 2 robinets extérieurs. Donc celui qu'on voit à droite, qui est ma zone potager-jardin. Un autre robinet qui me permet, lui, de faire du nettoyage de vélo, parce que j'ai une activité de location de vélo. Et donc, ça me permet de nettoyer mes vélos. Mais là, on va dire que l'arrosage est prioritaire. Et ensuite, j'ai une activité aussi où j'envoie l'eau sur une toilette. Mais ça, je fais ça en période où j'ai pas besoin d'eau pour le jardin. Donc, ça va être Mais plutôt alors, sur la partie hivernale, on va dire. ça veut dire que c'est autorisé d'utiliser l'eau de pluie pour les toilettes. Alors, pour l'instant, j'ai fait plus simple que. Alors, on peut le faire, mais pour l'instant, j'ai fait même plus simple que pour pas m'embêter avec ces sujets-là. C'est que, je sais pas si on le voit sur l'image à gauche, c'est moi qui physiquement passe le réseau sur l'un ou sur l'autre, sur la ligne des toilettes. Donc, la ligne des toilettes, soit je l'alimente de manière autonome par l'eau de pluie, soit je l'alimente de manière normale par ma maison. Mais aujourd'hui, je fais attention de ne pas avoir d'interaction entre les deux réseaux pour ne pas avoir à me poser des questions. Et ça ne me pose pas de souci parce qu'en fait, le constat d'alimenter une toilette, pour moi, c'est surtout le fait que toute la partie hiver où on a de l'eau, je me retrouve à tirer la chasse avec de l'eau propre alors que j'ai la cuve qui est pleine. C'est ça qui m'a fait tilt Mhm. la saison passée. Voilà. Non, mais c'était pas une question piège, hein. C'est vrai que c'était l'occasion de rappeler en fait que le Code civil, l'article 641 du Code civil, vous y autorise avec, alors vous l'avez dit, hein, il y a une clarinette, il y a le clapet anti-retour, il y a plein de choses à Oui. vérifier, mais c'est possible en fait avec cette eau que vous récupérez, cette eau de pluie, d'arroser son jardin, ça c'est autorisé, et de nettoyer sa terrasse, ses vélos, et au-delà de la chasse d'eau des toilettes, on pourrait même aussi laver les sols ou laver le linge. Donc voilà, tout ça, ça se fait pas n'importe comment, mais c'est autorisé. Donc on est dans les clous et ça se sait assez peu. Ce que je vous ai lu là à l'instant, c'est dans une de nos fiches justement du parcours. C'est la fiche économiser l'eau. Il y a des tas de petites choses comme ça qui sont, alors, c'est un petit peu plus techno que d'autres, mais voilà, c'est des informations que vous trouverez dans les fiches du parcours Éco-Solutions. Alors, il y a, comment dire, euh, euh, on vient de parler de la récupération d'eau de pluie. Est-ce qu'on parle de tout ce qui est fait autour de, alors, non pas la brasserie, j'invite les gens à aller découvrir la bière que vous faites sur place, mais peut-être la piscine, un mot sur ce qui est fait au niveau de votre piscine? Alors, au niveau de la piscine, tu veux parler de déchlorer, de Ouais, déchloriner? ce déchlorinateur que Oui, j'ai découvert chez vous, en fait. oui. Donc, sur le principe qu'à chaque fois qu'on nettoie les filtres de piscine, on prend l'eau de la piscine, on le fait passer dans le filtre en sens inverse et on rejette cette eau à l'extérieur. Et quand je dis à l'extérieur, souvent les communautés de communes interdisent que ce soit dans les réseaux d'eau usée. Et en fait, les gens, ils font un petit trou dans leur mur et ils mettent ça dans le fossé devant chez eux, Mm. ou ils jettent ça dans la rue et ça se débrouille comme ça. Sauf que c'est des eaux qui sont chlorées. Et si on regarde la loi, on n'a pas le droit de rejeter des eaux chlorées dans la nature comme ça. Et donc, il y a différents systèmes qui existent. Et donc, nous, on a testé un déchlorinateur. Donc, c'est un système qui retire le chlore. En sortie, on passe dans une sorte de boîtier dans lequel on met des pastilles. Donc, c'est des produits chimiques.
et qui, eux, déclorent. Et donc, on a testé ce système-là. On est censé pouvoir arroser avec. Une fois que c'est passé et que ça a pris ces produits chimiques, il faut un tuyau à peu près 10 mètres de long, histoire que ça se mélange bien. Et en sortie, on est censé être déchloré. Et en fait, de tous les tests qu'on a fait, c'est celui pour lequel je suis encore pas entièrement satisfait. Parce que déjà, on utilise des produits chimiques pour ça. Parce qu'en plus, il faut les acheter dans des contenants plastiques où il y en a 10 dedans. Donc, on se retrouve à avoir des déchets plastiques, ce qui n'était pas l'objectif de départ. Et donc, je suis pas enchanté de ce système-là. Donc, pour moi, dans les systèmes que j'ai, il n'est pas validé de mon côté, ce système-là. C'est ça que je trouvais intéressant, Cédric, c'était de vous entendre sur l'esprit critique que vous conservez vis-à-vis de tous ces tests que vous faites et que voilà, vous prenez rien pour argent comptant, vous testez et seulement après, vous approuvez, quoi. C'est ça, mais il y a toujours, après quand on essaie des choses, il y a toujours des biais, hein. Mais là, je pense que j'ai l'impression, à mon sens, que le biais il est plus fort que le positif. Alors, depuis, j'ai changé de stratégie, je suis passé au sel pour d'autres raisons, pour des raisons de sécurité des personnes qui opèrent, parce que porter des bacs de chlore aussi, on se retrouve avec beaucoup de déchets plastiques avec les gros bacs. Donc, j'ai changé notamment pour ça. Mais je n'ai pas trouvé, en gros, c'est la solution. Et pour moi, la marche d'après, c'est de communiquer avec la communauté de communes, parce qu'il y a énormément, forcément, de piscines sur le territoire. Et je voudrais savoir quelles étaient, eux, leurs recommandations vis-à-vis de ça. Parce qu'ils ne peuvent pas imaginer que les gens déclorent. Ce n'est pas vrai. Il n'y a personne qui fait ça aujourd'hui. Et même quand on veut le faire, ça ne marche pas comme on le voudrait. Donc, je veux refaire un parcours avec le spécialiste de l'eau de la Comcom pour voir qu'est-ce qu'il conseille. Bon, eh ben, super, encore un partenariat territorial en perspective. Merci beaucoup, Cédric. Merci pour ce beau témoignage. Laure, Gwenaëlle, est-ce qu'on a eu des bonnes pratiques que les participants ont bien voulu nous partager avant de passer avec Christine? Oui, il y en a quelques-unes. Donc, effectivement, hein, Magali du Verdon nous dit qu'elle remplace les baignoires par les douches. Elle a mis des mitigeurs, des chasses d'eau petit débit. Elle récupère l'eau à l'extérieur et elle met des plantes peu gourmandes en eau. Elle a un livret d'accueil pour sensibiliser et expliquer et sensibiliser ses clients. Et puis, par la force des choses, elle s'alimente par sa propre source. Donc, en fait, la gestion, elle doit être fine et vraiment économe. C'est ce que nous dit Bruno aussi, hein. Ils ont mis plein d'actions en place. Donc, Bruno, il est dans les baronnies provençales. Ils ont peu d'eau et du coup, ils ont atteint 40 litres d'eau par jour par personne dans l'établissement et ils essayent encore de réduire pour améliorer. Voilà, peut-être Gwenaëlle, je te laisse commenter un petit peu les autres bonnes pratiques aussi, si tu veux. Oui, alors on avait aussi le Naturoptère, donc avec voilà, ce qui revient aussi, c'est le choix des espèces, hein, des espèces méditerranéennes, avec l'arrosage raisonné, notamment du goutte à goutte, qui vient du sol et qui retourne au sol. Toit végétalisé avec récupération du trop d'eau sur les espaces végétalisés, bassin phytoépuration. Isabelle Achard également du MAS de l'Olivier, avec un fonctionnement avec des limitateurs de débit dans toutes les salles de bain à l'aide d'un débitmètre et ils tiennent également un tableau à jour. Ils invitent également les clients à changer les draps seulement sur demande avec des cartes éco-draps placées sur les lits. Voilà, les plantes le moins gourmandes en eau possible, des temps d'arrosage donc, qui sont programmés. Voilà. On a également Elisabeth Blanc qui nous fait part également de ces actions avec notamment le remplacement des baignoires par des douches et des économiseurs d'eau et des chasses double flux. Ok. Voilà, il y a pas mal de Super. bonnes pratiques. Ouais. Très bien. Il y en a une qui a attiré mon attention, c'est quand on a parlé de toiture végétalisée. Je ne sais pas si vous voulez témoigner. Est-ce que cette réflexion elle a été couplée avec justement le fait que c'était le meilleur moyen peut-être aussi de filtrer et nettoyer l'eau de pluie avec les plantes avant de pouvoir mieux la réutiliser ou pas du tout? Est-ce que c'est le Naturoptère, c'est ça, qui avait Oui. évoqué ça? Ouais, Naturoptère, effectivement.
Est-ce que vous avez un micro? Est-ce que vous voulez témoigner ou pas de ce couplage ou pas des deux enjeux? On a perdu le naturoptère. Le naturoptère est là. Mais j'ai pas compris ta question en fait. Alors, tout à l'heure, Cédric témoignait de lui aussi du fait qu'il récupérait l'eau de pluie. Il nous a dit qu'il l'utilisait pour laver ses vélos, arroser son potager. Mais moi, je me disais, peut-être pour certains, on se dit que peut-être il y a que l'eau ne va pas être filtrée, nettoyée. Et est-ce que les plantes que vous avez mises sur vos toitures végétalisées, en plus d'être un bon tampon pour éviter les surchauffes l'été et ramener de la biodiversité sur place, est-ce qu'il y avait ce souci peut-être de filtrer l'eau avant de la réutiliser? Alors là, je vais pas dire de bêtises, je sais absolument pas. S'il y Et avait ce souci de filtrer l'eau, en tout cas, tel que ça a été conçu, il y a souvent des surplus d'eau et en fait, parfois des trop d'eau, hein, ouais, suite à la filtration. Et en fait, toute cette eau retourne et est carrément dirigée vers d'autres jardins en fait, qui sont arrosés. ouais, En et fait, rien n'est perdu, quoi. voilà, rien n'est perdu. Tout ce que récupère le toit végétalisé, il y a d'abord les plantes plantées sur le toit et ensuite, après, il y a d'autres jardins qui en profitent. Super. Et une autre, enfin, juste simplement, parce qu'on parlait du goutte à goutte, nous, on n'utilise pas le goutte à goutte, hein, on a carrément arrêté le goutte à goutte parce que notre jardinière dit que ce n'est pas une bonne pratique d'économie d'eau. Voilà. Moi, Mhm. j'ai fait la même chose de mon côté. Ouais. Et C'est- peut-être, avant qu'on passe à la suite, il y avait une question sur le Ouais. système de filtration pour l'entrée des eaux de pluie dans la citerne souple, hein, une question technique Pour Cédric? pour Cédric, ouais. Quel est le Alors système de filtration? Ouais. moi j'ai juste un tamis sur chaque, à l'entrée de mes gouttières, il s'est tamisé. Donc c'est la reprise d'eau dans la gouttière qui a une grille assez fine. Donc ça, c'est pour un premier niveau. Et ensuite, j'ai un filtre qui doit apparaître sur la photo. Là, normalement, j'ai un filtre à côté qui permet d'avoir un filtre à peu près un peu grossier. Là, on le voit là, en bleu. Avant que je redistribue, je filtre. Donc, c'est d'abord une grille sur les gouttières et ensuite un filtre ici. Parfait. Merci beaucoup. Merci à tous pour Et oui, vos... Oui, le point d'arrosage, moi, je suis arrivé au même constat. Au départ, j'avais mis du goutte à goutte et j'ai mis toutes les lignes. Au final, j'en ai pas utilisé parce que on m'a expliqué qu'il fallait arroser de manière abondante et peu souvent. Donc là, j'arrosais tous les 15 jours les 2 premières années. Après, l'idée, c'est de plus arroser. Pour moi, le seul endroit où j'ai maintenu un réseau de goutte à goutte, c'est dans le potager, parce que là, on veut que ce soit on veut produire, en fait, on veut produire des fruits et des légumes, et du coup, c'est pas le même raisonnement. Hmm. Alors j'imagine que Christine est en train de bouillir parce qu'elle pratique le goutte à goutte. Elle va nous en parler dans un instant. Merci beaucoup à tous pour vos participations. Merci beaucoup Cédric pour ce premier témoignage. Il est temps d'écouter Christine. Alors Christine, vous aussi, vous êtes Marc Valeur Parc. Vous êtes aussi Accueil Vélo. Et votre chambre d'hôte, elle est écologique par conviction. Il faudrait aussi plusieurs webinaires pour raconter comment vous avez transformé ce que vous appelez gentiment un trou de pierre, un trou avec des pierres autour. C'est comme ça que vous disiez, vous parliez des ruines que vous avez récupérées, mais que vous avez transformé en chambre d'hôte éco-responsable. Alors aujourd'hui, on va se focaliser sur l'eau. D'ailleurs, vous avez appelé le lieu Pakalola, pour ceux à qui ça aurait échappé. Et votre super pouvoir, Christine, quand j'ai voulu y réfléchir aussi, en fait, vous possédez un pouvoir rare. Vous voyez la Terre comme partenaire, pas comme ressource. Et vous essayez ou vous savez rendre chaque goutte d'eau à la Terre sans la blesser. En fait, vous mettez l'eau en mouvement. Et je me disais, est-ce que vous accepteriez comme super pouvoir l'appellation la passeuse des eaux claires? Est-ce que ça vous y irait? Et sinon, comment vous décrire la passeuse des eaux claires? Vous prenez ou comment vous le décririez, vous, votre super pouvoir? Ah, c'est très poétique, donc je ne peux que adhérer et prendre. Merci Stéphane. Oui, c'est un peu ça, c'est-à-dire que dans l'idée, dès le départ, alors moi je suis bercée par tout ce système de maisons autonomes depuis mon adolescence, donc ça fait un certain nombre d'années. Euh, et, et donc s'installer dans cet endroit où on avait la chance d'avoir l'eau dans le terrain, puisque alors c'est un terrain en pente
d'une colline qui est extrêmement gorgée d'eau à certains moments donnés de l'année et dans laquelle il y a un système en fait naturel de gravitation par le relief qui fait que les eaux se retrouvent à un lieu de captage qu'on appelle le captage et les anciens l'avaient très bien compris puisque dans ce tout petit hameau où nous sommes, où il ne reste plus que 2 maisons habitées, nos voisins âgés et puis nous-mêmes, ils avaient construit un petit puits en pierre et terre argileuse, puisque notre terrain est argilo-calcaire. Ils avaient construit ce petit puits en amont du hameau, et c'est par gravitation que ce petit puits amenait l'eau au cœur du hameau, où il y avait cette fontaine qui circulait en fait et qui se déversait dans un petit bassin où les gens prélevaient l'eau pour leurs besoins quotidiens. Pour D'accord. les Alors animaux, donc vous avez oui, une pour les partie de votre animaux, ils eau descendaient les animaux au largue, puisque la rivière, le largue est juste en dessous de chez nous à 100 mètres. D'accord. Donc vous avez une partie de votre eau Voilà, donc qui vient de ce puits ancien, mais vous en voilà, stockez une voilà. partie de cette eau déjà. Alors, le puits ancien, lui, il sert, comme ce sont des eaux de surface, il sert à tout le verger et le jardin potager, mais surtout le verger, puisque par gravitation, on peut remplir des cuves en bas du terrain et avec une pompe une petite pompe, De on relevage. renvoie ces cuves pleines aux cuves qui sont placées en haut du terrain et qui nous permettent, malgré ce que j'ai entendu là tout à l'heure, le goutte à goutte par gravitation, puisque ce sont ces eaux de surface qui, au lieu de descendre directement à la rivière, sont captées, stockées et au moment nécessaire vont servir à réhydrater ou réhydrater la terre et les plantes que nous y avons mises. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est l'aspect goutte à goutte du jardin que nous avons fait en espalier, en système en système de râteau, parce que nous avons plus d'une centaine d'arbres. Et le verger fait quand même 4500 mètres carrés, donc je ne me vois pas aller arroser. Enfin, au départ, c'est ce que j'ai fait, avec des arrosoirs et des seaux. Parce que c'est vrai, vous avez raison, monsieur qui est intervenu, Christophe, je crois, vous Cédric, avez raison quand non, Christophe, Christophe? la remarque de Christophe que j'ai relevée par rapport à la nécessité de l'arrosage, qui n'est Ah pas oui, à goutte permanent, mais qui est une certaine dose, une certaine quantité d'eau à un moment pour la plante, mais qui n'est pas une régularité ni quotidienne, ni forcément hebdomadaire. Mais comme ça dépend des plantes, ça dépend des arbres, chaque plante, chaque arbre n'a pas le même besoin en eau. Du coup, nous, on a adapté nos gouttes à gouttes avec plus ou moins de goutteurs, des goutteurs plus ou moins performants, de façon à ce que quand la cuve se retrouve vidée par gravitation, en fait, l'eau qui arrive à chaque arbre ou chaque plante correspond aux besoins de cette plante et de cet arbre. Voilà, donc ça, c'est l'installation dans tout le verger qu'on a fait, qu'on a progressivement, c'est comme ce que Cédric a expliqué tout à l'heure, c'est par tâtonnement, par expérimentation et par visibilité en fait de la santé des plantes et des arbres que petit à petit on réajuste, qu'on augmente, qu'on diminue, etc. pour voir ce qui correspond aux besoins réels de la plante en question. Mais ok. aujourd'hui, je peux vous dire que notre goutte à goutte, on en est très content parce que les arbres, alors sur les photos, malheureusement, je n'ai pas fait le nécessaire auprès de Stéphane pour mettre des photos plus actuelles. Je suis désolée, mais nos arbres fruitiers ont grandi à une vitesse incroyable. Là, on a toutes sortes de fruits dans le jardin. Malgré ce terrain argilo-calcaire, bien sûr, on l'a amendé, on a fait des tas de choses et on a aussi évidemment beaucoup paillé. On a enrichi la terre. Chaque année, on utilise nous aussi notre broyeur, puisqu'on a acheté avec une autre famille un broyeur semi-professionnel pour pouvoir Décidément. faire du broyat plus gros. Donc, Ah, on broie des sections jusqu'à 10 cm de diamètre.
ce qui est énorme. Ce qui fait que tout ce BRF est utilisé dans le verger. Chaque année, il n'y a rien, absolument rien qui reste. Et ce broyat est également amendé par un mélange de fumier de brebis, du compost des composteurs de la maison. Donc, il y a aussi tous les déchets végétaux des légumes qui sont utilisés, ou des petites plantes que je coupe soigneusement en tout petits morceaux au sécateur, que j'ajoute dans mon composteur. Et tout ça est mélangé et apporte les nutriments nécessaires au sol. Je fais aussi le purin d'ortie, parce que je cultive les orties. Moi, j'ai 3 sortes d'orties dans le jardin. Donc, je fais le purin d'ortie que je pulvérise ou que j'utilise en arrosage, dilué. Je fais du purin de prêle, parce que nous avons la chance, autour de ce petit puits ancien, il y a une quantité de prêle absolument incroyable qui prolifère. Donc, je prélève la prêle et je peux en faire du purin, ce qui est intéressant pour toutes les autres plantes qui en profitent. Bon. Et voilà, comment ça, c'est la partie jardin. Comment vous êtes retrouvée avec du fumier de brebis, Christine? Eh bien, parce que nous avons tout près de chez nous des éleveurs, une famille d'éleveurs de brebis. Et à une période, nous avions même pris 2 chèvres. Parce que j'essayais d'aller jusqu'au bout de la démarche. Notre maison est autonome, mais j'essayais d'aller jusqu'au bout de cette démarche en me disant, plutôt que de passer la débroussailleuse ou la tondeuse, bien sûr, c'est de la tonte très raisonnée, on est complètement en permaculture, et la biodiversité chez nous, c'est par essence naturel. Donc, c'est très calculé, tous ces endroits de tonte, mais j'avais envie que dans cette démarche-là, que ce soit les animaux qui s'en occupent, mais malheureusement, les chèvres ne faisaient pas que nous faire plaisir là où on souhaitait. Elles se faisaient beaucoup plaisir à elles-mêmes et c'était devenu problématique parce qu'on devait les promener à certains endroits en laisse. Alors, elles n'appréciaient pas trop d'être promenées en laisse. Enfin, c'était drôle, mais bon. Donc, on est revenu sur une autre méthode plus classique, plus traditionnelle, mais avec toute cette taille que l'on fait et cet amendement qu'on apporte, finalement, la tonte où le désherbage reste très, très limité. Et ce sont tous les arbres et toutes les plantes qui en profitent, en fait. Ok. Alors, vous utilisez quand même un petit peu d'eau au niveau de votre hébergement aussi. Et j'aimerais que vous nous présentiez un petit peu cette méthode dont vous êtes pionnière, parce que ça fait un certain nombre d'années que vous l'expérimentez. Et comment vous rendez cette eau justement à la nature, là, que vous préservez et que vous respectez tant? Expliquez-nous un petit peu. Alors, comme nous sommes dans une zone éloignée du village, à 4,5 km et en pleine nature, il était bien évident qu'on n'avait pas l'eau de la ville et qu'il fallait qu'on ait notre eau pour la maison et pour les chambres d'hôtes. Donc, on a fait faire un forage. J'ai utilisé la baguette, parce que j'ai cette chance-là. Voilà. Je ne me prétends pas sorcière, mais j'ai cette chance d'avoir une baguette qui fonctionne quand elle est dans mes mains. Donc, je m'en suis servi pour nous. Mon mari, lui, qui est beaucoup plus cartésien, il s'est adressé à l'hydrogéologue pour s'assurer que la partie souterraine terrestre correspondait bien à du calcaire qui pouvait effectivement nous donner de l'eau. Ensuite, on a fait un forage. La pompe est à 27 mètres. Le forage a percé à 20 mètres, ce qui n'est pas profond du tout. Et on a un débit d'eau extrêmement important puisqu'on déverse 1000 litres heure d'eau. Ce qui est énorme. Pour le coin, nous, on a cette chance. Du coup, on est à l'abri d'un manque d'eau pour la maison, mais en aucun cas, je ne voulais utiliser cette eau-là pour le verger ou pour le jardin d'agrément. Ce qui fait que ce forage, alors quand on l'a fait dans mon esprit, c'était on va prendre l'eau de la terre pour la maison. Jusque-là, on avait des toilettes sèches. On va prendre l'eau de la terre pour la faire circuler dans la maison. Moi, je n'ai pas envie que cette eau sale aille après dans une cuve qui soit après pompée par un professionnel qui va déverser tout ça, je ne sais où, dans des prairies, enfin bref. Donc, forcément, l'idée de la phytoépuration est venue naturellement.
Alors, je savais que ça existait depuis longtemps, mais j'ai dû me renseigner quand même pas mal parce que dans le coin, dans notre secteur, c'était pas du tout répandu. Et c'est, je peux la nommer, hein, c'est l'Aquatiris qui était agréé au niveau national, qui est venu pour faire les études du terrain pour voir si c'était réalisable. Et comme ça l'était, nous sommes passés en phytoépuration. De là, par contre, j'ai dû renoncer aux toilettes sèches Et là, parce il va que falloir que vous pour nous que le expliquiez système… voilà, il va falloir que vous nous expliquiez la différence entre les eaux grises et les eaux vannes. Voilà, parce que, alors, les eaux de la maison sont de deux aspects. Il y a les eaux vannes, c'est-à-dire ce sont les eaux qui sont chargées des toilettes, ajoutées aux autres, et les eaux grises qui ne sont que les eaux utilisées pour l'hygiène, la vaisselle, enfin, etc., mais qui ne passent pas par les toilettes. Or, pour qu'une phytoépuration fonctionne, il faut que les eaux vannes viennent nourrir les roseaux qui sont plantés, là où vous voyez la photo sur votre gauche, ce sont les roseaux qui constituent le bassin qu'on appelle le bassin vertical, et ce sont ces roseaux qui vont épurer totalement toutes les eaux, et eux, il faut leur donner à manger, pas seulement de l'eau, il faut qu'ils aient à manger, donc il faut que les eaux vannes passent par les roseaux. Ensuite, à partir de ce bassin-là, ce bassin vertical, le premier traitement est fait par les roseaux. L'eau ensuite repart vers le deuxième bassin qui s'appelle le bassin horizontal que vous voyez sur la photo de droite, mais qui là est à la saison hivernale. Parce qu'en saison hivernale, les plantes, on les a coupées, on a nettoyé et on attend la repousse du printemps. Là, actuellement, les plantes font 1,50 m de haut et ça va être tout fleuri, donc ça fait un jardin très fleuri jusqu'au mois de novembre. Et Oui, ce là. deuxième bassin horizontal termine l'épuration de l'eau. L'eau ressort dans vous voyez le petit couvercle vert qui est un couvercle qui coulisse. Et dans ce petit couvercle-là, l'eau ressort en dessous, totalement épurée. C'est-à-dire que vous la mettez dans vos mains, elle est totalement claire, transparente. Elle a été nettoyée par les plantes et à ce moment-là, elle repart dans la terre. Et moi, c'est cette idée-là d'emprunt de l'eau à la terre qui me, en fait, non seulement qui me plaisait, mais qui correspondait à ce que je défendais comme valeur écologique de l'utilisation de l'eau, c'est-à-dire que nous ne sommes que des emprunteurs, des utilisateurs, mais nous la nous la restituons à la terre, mais plutôt que de l'étaler avec des épandations, comme on dit. Bref, de Épandage. l'eau les épandages, voilà, merci Stéphane, les épandages faits un petit peu n'importe comment, et bien là, les plantes nettoient notre eau et la renvoient à la terre. Et cette idée de circulation d'eau avec cette dynamique-là, pour moi, c'était la seule idée possible pour moi d'acceptation d'utiliser l'eau dans ma maison, quoi. C'était ça. Voilà. Bon, alors, je m'en voulais Alors, je m'en voulais un petit peu d'avoir choisi cette photo de droite là en mode hivernal, mais dites-nous, rappelez-nous à quoi sert ce bassin horizontal et qu'est-ce qu'on doit imaginer, parce que je sais qu'il peut y avoir une diversité de plantes aussi au-delà des. oui, totalement. C'est-à-dire qu'il n'y a que le premier bassin, qui est le bassin vertical, où là ne poussent que des roseaux. Eux, ils mangent. Vraiment, ils nettoient le plus gros de l'eau sale et des eaux vannes. Par contre, ce deuxième bassin, il a une multitude de plantes dépuratives, aquatiques, comme la menthe d'eau, les iris d'eau, d'autres sortes de plantes comme… alors, ce sont des plantes qui poussent très en hauteur, qui sont plus ou moins odorantes, mais qui sont très florissantes en tout cas, qui font un joli jardin tout l'été, enfin à partir du printemps, jusqu'à la fin de l'automne, début d'hiver. Donc ce sont ces plantes-là qui sont étalées en fait sur tout le bassin. Là, on ne le voit pas bien parce que c'est la période hivernale. Mais ces plantes poussent dans l'intégralité du bassin.
en réalité. Mm. Donc, ce sont les racines qui continuent leur travail toute la période hivernale. Super, bravo. Bah, vous voyez pourquoi j'ai été inspiré, c'est avec toute cette poésie de l'eau qui circule chez vous et ce respect de chaque goutte qui retourne à la terre Oui. après prélèvement. Voilà, pour ceux qui nous ont rejoints, si vous ne connaissiez pas cette pratique de la phytoépuration, quand elle s'applique, voilà, Oui. à quoi ça peut ressembler. Alors, merci beaucoup, Christine, Là, si je peux me pour ce permettre juste témoignage. pour finir, je, Oui, oui, je vais juste pour finir sur la phytoépuration, juste dire que à toutes les personnes auxquelles vous vous adressez là aujourd'hui et même en général, je pense qu'il faut vraiment essayer d'insister pour que tous les hébergeurs et tous les particuliers d'ailleurs, qui ont une petite surface de jardin euh, qui permet l'installation d'une phytoépuration, parce que nous, cette phytoépuration, elle est tout de même grande. Elle a été calculée pour, en moyenne, un minimum de 6 personnes par jour. Ça, c'est le minimum, toute l'année. Mais la phytoépuration, il faudrait qu'elle soit vraiment élargie le plus possible, partout où elle peut être installée, plutôt que d'avoir des citernes enterrées, des fosses septiques, etc. Enfin, pour moi, c'est une douleur que l'on fait à la terre quand on fait ça à l'eau. D'ailleurs, si vous analysez les cellules de l'eau, enfin, vous voyez que l'eau est très, très, très vivante. Elle peut être redynamisée. Et cette méthode, je vous assure, redynamise l'eau. Depuis qu'on a installé la phytoépuration, en 2014, les arbres autour, la végétation autour, mais s'est mise à pousser à une vitesse absolument phénoménale. Nous avons même un araucaria qui pousse à côté, qui est évidemment tout petit. Tout le monde nous demandait, mais comment ça se fait que vous avez un araucaria? On n'est pas dans une région pour les araucarias. Eh bien oui, mais cet araucaria, il s'est développé. Chaque année, il fait des pousses d'entre 15 et 20 cm. C'est incroyable. Je pense que les plantes sont réceptives à cette relation que l'on a à l'eau. Voilà, je voulais finir là-dessus. Merci Stéphane. merci à vous. Elles sont peut-être aussi réceptives à tout l'amour que vous leur donnez, hein, aussi peut-être, Christine. Donc, bon, le message est passé. Pour tous ceux qui peuvent, voilà, passez un petit coup de fil à Christine. Elle vous donnera tout ce qui peut vous manquer pour passer à l'action. Merci beaucoup encore à tous les deux pour ces témoignages. Il nous reste 5 minutes là pour peut-être me retourner à nouveau vers nos participants pour d'abord voir s'il y a des questions et peut-être voir ce dont vous seriez, ce qui pourrait vous séduire dans tout ce qu'on a évoqué ensemble. Est-ce que, toujours dans le fil de discussion, vous pourriez nous mettre de ces 8 pistes d'action qu'on a évoquées, lesquelles, les deux que vous reteniriez pour peut-être les tester à votre tour chez vous, ou tout simplement les deux qui vous ont le plus séduit. Ça, ce serait plutôt intéressant. Et peut-être, en attendant, voir s'il y a eu déjà peut-être des réactions ou des questions. Laure, Gwenaëlle? Non, on a juste une petite remarque de Cédric qui réexplique ce qu'il voulait lui dire Non, par mais rapport au goutte à c'est goutte, en fait. oui. Ouais, En fait, c'est voilà. que quand on parle goutte à goutte, généralement, dans la tête, on a arrosé tous les jours. Hmm. Et c'est ça qui, je pense, est à interroger aujourd'hui. C'est pas le fait que ce soit réalisé avec enfin, de manière automatique ou pas. Oui, c'est plus le tous les jours, en fait. Voilà, si Oui. on arrose que de temps en temps abondamment, le système racinaire se développe pas de la même manière et on rend les arbres plus robustes. Petit clin Ah, on d'œil, l'a Cédric. placé. Et du coup, voilà. Puis il y avait tout à l'heure peut-être une remarque aussi, une bonne pratique qu'on n'avait pas citée, mais qu'on voit de plus en plus, c'est la technique avec les zoyas, en plus du paillage, pour voilà, faire des réservoirs d'eau dans le sol. Les zoyas sont des pots en terre qui sont perméables et voilà, et qui distillent l'eau tout doucement au niveau des racines. Voilà. Il me semble que c'est tout. Oui, et puis voilà, Isabelle qui nous parle aussi de ces bonnes pratiques. N'hésitez pas à relire voilà, tout ce elle a mis aussi
dans le chat, voilà, qui parle de, voilà, elle filtre aussi ses eaux de piscine avec le déchlorinateur. Bon, voilà, on a quand même des super héros hein, aussi tout autour de ceux qui témoignent là, ouais, avec des vraies bonnes pratiques déjà en place. Mais voilà, je pense que ouais, votre rôle à tous et le nôtre aussi, c'est d'essaimer tout ça, effectivement, hein, d'en parler pour que ça fasse son chemin. Et voilà, et quoi de mieux que ce genre de moment où on partage vraiment, on explique en détail, on a un temps pour questionner tout ça. Cédric, tu vois, Isabelle Achard est séduite peut-être par l'idée du déchlorinateur. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner, Isabelle, si vous... Mais bon, vous avez entendu les premiers retours de Cédric. C'est une piste très, très intéressante, mais peut-être à peaufiner, à expérimenter, à améliorer. Oui, il faut travailler encore un peu le sujet, ouais. Mais en tout cas, grâce à votre témoignage, on a pris conscience en fait de ce gap-là. Il y a un souci qui pour l'instant n'est pas d'actualité. On ne s'est pas vraiment posé cette question-là. Et bravo d'avoir fait un petit coup de focus dessus. Que deviennent nos autres piscines vidangées? Il faut les déchlorer avant de les renvoyer dans le circuit. Parce que là, on parle de vidange. La vidange, on peut dire qu'on le fait qu'une fois dans l'année. Et là, on parle même de lavage de filtre, hein, où on Donc, passe c'est beaucoup d'eau au lavage de filtre. plus fréquent. Hein. Voilà, c'est toutes les, enfin, je sais pas, c'est toutes les semaines qu'on va envoyer le filtre en route ou tous les 15 jours et il y a plusieurs centaines de litres qui y passent, quoi. Enfin, ça va dépendre des piscines et de l'utilisation, mais c'est cette eau-là, quoi. C'est régulier quand même. Ok. Sinon, vous avez aussi la solution de la piscine naturelle qui suit exactement le même principe que la phytoépuration. Oui, oui. Là, il n'y a pas de problème ni de chlore, ni de déchlorisation, etc. C'est l'eau de la piscine naturelle. C'est Alors, tout à fait génial. Oui. Après, c'est une question de place et d'intégration qui peut être plus ou moins Ah oui. facile selon les projets. Mais oui, c'est sûr que... Alors, je vous renvoie, je vois les remarques sur les autorisations nécessaires pour les ERP. Je vous renvoie vers une fiche sur les baignades naturelles qui se trouvent dans le parcours Écosolutions. C'est facile, hein, je vous guide, hein, c'est pas loin de la piscine. Mais effectivement, il y a pas mal de... Mais Isabelle, donc j'ai eu la chance, moi, de croiser des ERP qui ont mis en place des baignades naturelles et qui ont réussi à contourner justement avec, enfin, tout est légal et tout, et ça fonctionne très bien. Ce ne sont jamais des grosses surfaces, mais c'est possible. Et effectivement, ça marche très très bien. Donc, c'est un sujet sur lequel on pourrait revenir d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'on est très concerné dans le sud par les piscines. Donc, merci Christine pour avoir rappelé l'existence de ces baignades naturelles où les plantes jouent un rôle majeur. Mais voilà, il est temps de nous quitter. Si on veut tenir le timing, il est 14 heures. Laure, j'aime bien te laisser le mot de la fin, tu le sais. Merci. Moi, je voulais encore une fois remercier les participants, le parc pour l'organisation et nos deux invités, nos deux super-héros, héroïnes, pour leur engagement qui, voilà, on l'a entendu, je l'espère, vous aura fait autant vibrer que nous. Merci encore à tous les deux. Merci beaucoup. Et Merci, bravo. Stéphanie. Merci à vous. Voilà, merci à toutes et tous. Hein, voilà, peut-être qu'on peut juste vous remettre en mémoire la slide avec le prochain rendez-vous, le dernier de notre cycle, la semaine prochaine, En bas à jeudi droite. prochain, Ouais. à la même heure. Voilà, on s'intéressera à la question des déchets, comment on peut les réduire, voire les faire disparaître, hein, avec deux super-héros aussi qui témoigneront. Et vous dire aussi que le replay va vous être transmis ainsi que la présentation. Donc, les liens sont actifs. Vous pourrez aller creuser un peu les ressources qui vous ont été présentées par Stéphane sur notre portail, les bonnes pratiques des deux invités. Et puis, diffuser le replay autour de vous, hein, aussi, n'hésitez pas. Voilà. Et puis, vous remercier à nouveau pour vos engagements et votre présence. Merci à tous. Merci à beaucoup. tous. Bonne Merci. journée. Merci à Stéphane pour son Merci. animation. Merci. Oui, Allez, merci Stéphane pour l'animation. à très bientôt. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Bonne journée, à bientôt. Au revoir. Au revoir.